à toutes et à tous. Merci infiniment pour votre présence. Nous venons de traverser un demi-siècle de lutte pour les droits et la santé des femmes. Ces luttes, nous les connaissons et nous savons à quel point elles ont façonné notre société. Mais il reste tant à faire. La Fédération hospitalière de France a toujours été et restera une vigie de la santé des femmes. Aujourd'hui encore, nous portons cette responsabilité avec conviction et engagement. C'est pourquoi nous voulons prendre l'engagement de perpétuer l'héritage de toutes ces figures historiques dont nous avons revu les visages, tels que Simone Veil, Gisèle Halimi et bien d'autres qui ont pavé le chemin avant nous. Le combat, c'est aussi le nôtre. Santé et égalité, voilà un combat indissociable. S'engager pour la santé des femmes, c'est évidemment œuvrer pour l'égalité des droits. Car malgré des progrès indéniables, la santé porte encore les stigmates d'une médecine historiquement pensée et par et pour les hommes, au risque d'ignorer les besoins spécifiques des femmes et les risques auxquels une société encore inégalitaire continue de les exposer. Aujourd'hui, je vous remercie donc toutes et tous d'être ici à nos côtés pour être avec nous les vigies de ces enjeux cruciaux. Cette table ronde s'inscrit dans une actualité brûlante de la fin d'année 2024 avec la fin du procès Mazon, mais aussi l'actualité dramatique de ce début d'année marqué déjà par 3 féminicides. Elle est dédiée à la santé et aux droits des femmes à travers la soumission chimique comme nouveau territoire de lutte. Je suis heureuse d'accueillir nos intervenants engagés et éclairés pour explorer avec elle et lui ce qui se joue entre santé et droit et mettre des mots, M-O-T-S, sur les mots, M-A-U-X, subis, et aller au-delà des diagnostics pour construire des solutions durables et concrètes ensemble. J'invite à me rejoindre Anne Bouillon, Caroline Darian, Sandrine Jochot, Isabelle Roth, Bertrand Guillet. Également que si vous constatez que l'Assemblée est majoritairement féminine, ce n'est nullement la faute des hommes. C'est lié aussi à la fois à une petite invitation tardive et puis à un petit ciblage. Donc vraiment, je les excuse. D'autant plus que vous avez vu que j'ai un ruban jaune et à la FHF, nous avons FHF Cancer. Et nous avons décidé avec FHF Cancer que le cancer, c'était pas uniquement en octobre et en novembre, mais qu'il fallait en parler tous les jours. Et donc nous avons dédié une couleur à chaque mois. Il y a des spécificités de cancer. Et janvier, ce sont les cancers urologiques. Donc c'est vous dire qu'ils sont bien avec nous. Alors nous allons démarrer cette table ronde. Anne Bouillon, vous êtes avocate au barreau de Nantes depuis près de 25 ans. Et vous avez choisi de vous consacrer à la défense des femmes victimes de violences. Vous êtes également l'autrice de livres qui reviennent à la fois sur votre parcours et sur les profils des femmes que vous avez défendus, confrontées à un système judiciaire qui a évolué sur certaines questions. Tout au long de votre carrière, vous avez par exemple vu l'émergence de nouvelles grammaires et de nouveaux termes concernant la santé des femmes. Alors racontez-nous. Bonsoir à toutes et à tous et merci tellement de cette invitation qui m'honore et je suis vraiment très heureuse de partager ce moment avec vous et particulièrement avec vous également mes camarades de table ronde. J'ai vraiment été touchée, comme nous tous sans doute, par le film que vous avez projeté et il nous dit une chose essentielle qui est notre besoin de mots. Vous avez d'ailleurs fini votre propos sur cette notion-là de mots M-O-T-S et à quel point nous sommes avides de mots, nous sommes gourmands de mots pour pouvoir approcher au plus près la réalité de ce que vivent les femmes victimes de violences. Et vous l'avez dit, je suis avocate depuis très longtemps déjà et je dédie mon exercice professionnel à cette défense. J'ai fait le choix de ne plus défendre d'auteurs de violences sexistes et sexuelles.
Et ce long chemin parcouru me permet de mesurer nos progrès en la matière et cette grammaire dont nous nous dotons tous les jours et qui nous permet de dire au plus juste. Je me rappelle que lorsque j'ai commencé ce combat, nous n'avions pas tous ces mots. Je pense à l'emprise, je pense au contrôle coercitif, je pense à l'état de sidération, je pense à la dissociation traumatique. Tous ces éléments que nous apprenons de la médecine, des sciences, de la sociologie, de la philosophie parfois, et qui nous permettent de déconstruire nos biais de représentation, qui nous permettent de déconstruire nos biais sexistes et qui permettent devant le juge de pouvoir bien nommer des choses. Et nous savons tous à quel point ça permet de réduire la malheur du monde. Alors, soumission chimique, bien sûr, et moi, si j'avais été dotée de ce mot-là il y a quelques années, peut-être aurais-je pu approcher au plus près de la réalité de situations qui m'ont été données à connaître. Donc il faut divulguer ce mot, l'enrichir, le comprendre, pour qu'il rentre dans nos usages, qu'il rentre dans notre compréhension du monde et qu'il rentre dans notre compréhension des situations particulières qui nous sont données à connaître. Merci. Justement, Caroline Darian, le mot de la soumission chimique a réellement imprégné les consciences depuis peu. Vous avez impulsé l'émergence de ce terme dans la société civile à travers le travail que vous portez avec votre association M'endors pas, Stop à la soumission chimique. Vous êtes également au cœur du procès Mazan, où la réalité et l'ampleur de la soumission chimique a éclaté au grand jour, et je dois dire que, en ayant échangé avec vous, je ne mesurais pas l'ampleur. Et comme nouveau territoire de lutte pour renforcer les droits de la femme en santé, comment fait-on pour mobiliser l'opinion publique autour de termes méconnus, et inconnus d'ailleurs, et comment faire pour endosser la posture de lanceur d'alerte? Et puis globalement, à la fin, je vous dirai comment ça va. Bonsoir à toutes et à tous, merci de me recevoir. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. En fait, je n'ai pas le sentiment d'avoir endossé la posture ou même le costume de la lanceuse d'alerte. Moi, il y a 4 ans, ma vie a totalement basculé lorsque je découvre l'enfer du décor, là où je pensais avoir une vie normale, où je découvre qu'en fait mon père droguait ma mère avec des anxiolytiques et des somnifères pour abuser d'elle et la faire abuser par des dizaines et des dizaines d'hommes. Ça a été une telle déflagration, si vous voulez, que pour arriver à surmonter ça, il a fallu que je mette de la distance et que je pose les choses et que j'écrive, en fait. Donc j'ai commencé par écrire un livre, témoignage, qui s'intitule « Et j'ai cessé de t'appeler papa ». Et au gré, en fait, de l'écriture de ce livre, qui est en fait mon journal de bord, j'ai commencé à investiguer parce que j'étais convaincue que si nous, famille lambda, issue de la classe moyenne, on avait pu traverser ça, j'avais l'intime conviction que c'était absolument pas un cas isolé. Et mes investigations m'ont donné raison, parce que je suis allée à la rencontre de professionnels, de spécialistes, et je tiens d'ailleurs à remercier infiniment le docteur Leïla Chawachi, qui est dans la salle, je ne la vois pas, mais elle est là, voilà. Tu as été la première à m'écouter et à me conforter dans mes convictions, puisque Leïla est spécialiste en pharmacovigilance et en addictologie, et c'est elle qui mène tous les ans, pour le compte de la NSM, cette étude qui veille à recenser les cas de soumission chimique en France. Et elle m'a acculturée au sujet. La soumission chimique, juste pour recontextualiser les choses, c'est le fait d'administrer des substances psychoactives à l'insu de la personne, à des fins criminelles ou délictuelles, à son insu, et c'est souvent à des fins criminelles sexuelles, pas que. Et dans la majorité des cas, par rapport aux statistiques dont on dispose aujourd'hui, et même depuis 2003, c'est à des fins d'agression sexuelle. Et ce qui m'a le plus frappée, c'est que comme ma mère a vécu, disons, d'errance thérapeutique, consulter le corps médical qui n'était pas en capacité de détecter ou de poser le bon diagnostic, en fait, je me suis rendu compte qu'on était beaucoup dans ce cas-là. Il y a sans doute beaucoup de victimes en France. C'est pas des centaines de cas. C'est sans doute des milliers de cas qui concernent des femmes, des hommes, mais surtout aussi des enfants dans des cas d'inceste. Et j'insiste là-dessus
parce qu'il y a quand même une idée à peu près comment dire en français, en anglais, pardon, excusez, je reviens de Suède, une mauvaise perception des choses. C'est comme en France, on avait dans l'inconscient collectif que la soumission chimique, qui d'ailleurs initialement s'intitulait la soumission médicamenteuse, parce qu'on pensait que c'était que des médicaments, et au début des années 2000, on a vu arriver progressivement sur le marché, dans les cas des victimes, certaines substances comme le GHB, où on a eu tendance à mettre tout le focus plein phare sur cette substance. Or, c'est pas les cas les plus nombreux et majoritaires en France, et même d'ailleurs sans doute en d'autres pays d'Europe et à l'international. Je peux vous le dire puisque je reviens d'Angleterre et de Suède et que c'est exactement la même chose, même tableau, même configuration. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a un vrai travail d'acculturation, de pédagogie. Et ce terme-là a été connu des professionnels de santé, mais absolument pas du grand public. Donc on a travaillé, et c'est un long chemin, un long process de pédagogie, de sensibilisation, de communication, ce qu'on fait sans relâche depuis maintenant 3 ans et demi avec les équipes de M'endors pas. Et voilà, et ça ne fait que commencer, parce que voilà, là il y a un sursaut collectif en France, on sent que le terme maintenant parle, que les gens arrivent à s'identifier, mais ce n'est pas terminé, il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà. Merci. On note que l'étape suivante, c'est quand même de pouvoir inscrire cela à l'agenda politique. Alors je me tourne vers vous, Sandrine Josso, Madame la députée. Par votre histoire rendue publique et votre engagement aux côtés de Caroline Darian, vous êtes devenue une figure essentielle de cette lutte contre la soumission chimique. En tant que députée, vous portez depuis avril 2024 une mission gouvernementale visant à trouver des solutions concrètes pour enrayer ce fléau. Votre objectif, et c'est la raison pour laquelle je vous parlais d'agenda politique, est d'inscrire la lutte contre la soumission chimique dans la loi, afin de freiner l'expansion de ce phénomène et d'offrir un meilleur accompagnement aux victimes. Cet engagement met en lumière une problématique plus large, les problématiques relatives uniquement aux femmes et à leur santé, et qui peinent bien sûr à émerger dans la sphère politique. Autant dire qu'on compte beaucoup sur vous. Merci, bonsoir à toutes et à tous. J'ai découvert la soumission chimique en me sauvant d'un prédateur. J'ai pu m'échapper. Une soirée, c'était le 14 novembre 2023. Et j'ai eu la chance de pouvoir me réfugier à l'Assemblée nationale. Et là, j'ai eu le bon conseil d'un collègue député qui m'a dit il faut vite appeler le SAMU, il faut vite que tu fasses une prise de sang. Et quand j'étais donc aux urgences de l'hôpital de la Riboisière, j'ai demandé aux médecins si ça arrivait souvent qu'ils voyaient des personnes comme moi. Et les médecins m'ont dit écoutez, oui, plusieurs fois par jour, madame. Et là, j'ai compris qu'il y avait vraiment une problématique de santé publique. Je ne savais pas que ça s'appelait la soumission chimique. Je l'ai entendu pour la première fois par une ancienne ministre, Marlène Schiappa, qui m'a appelée suite à ce qui m'est arrivé. Et de là, j'ai décidé, en cohérence avec la femme politique, d'en parler. Parce que j'ai trouvé que c'était grave. C'est une trahison, et puis en plus, c'est un empoisonnement, et puis tout ce qui peut aussi arriver derrière. Et de là, pendant ma convalescence, il y a une femme, Caroline Darian, qui a donc essayé de me joindre et elle a réussi. Et on s'est rencontrés et elle m'a expliqué tout le travail qu'elle avait fait avec Laïla et je leur ai dit effectivement, là j'ai bien compris qu'il faut vraiment faire quelque chose pour faire bouger les lignes. C'est pour ça que j'ai alerté, quand j'ai pu me rétablir, je suis retournée dans l'hémicycle, j'ai alerté le gouvernement pour obtenir une mission qui est en cours pour endiguer ce phénomène à plein d'endroits, aussi bien sur le plan de l'éducation, de la formation, de la prévention, que sur le plan médical et aussi sur le plan judiciaire. Donc il reste beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de termes nouveaux qui sont là, que je découvre aussi au fur et à mesure du temps. J'insiste sur un terme, c'est notamment le contrôle coercitif. Il y a énormément de choses à faire. On est très en retard. On est très en retard par rapport aux violences dans notre pays. Je suis forcée de le constater, même s'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Mais on ne peut pas en rester là. Et j'ai aussi eu la chance de porter un autre sujet avec Isabelle Rome, Madame la ministre, qui était
ministre à l'époque, j'ai porté une loi sur l'accompagnement psychologique des couples confrontés à la fausse couche. Merci. Alors, nous voyons bien qu'il y a des tabous. Alors, le tabou de la violence et du sexisme ont été levés. Mais qu'en est-il des tabous de la santé des femmes? Et on va voir que tout au long de cette table ronde, il y a des grosses répercussions. Madame la ministre, Isabelle Rome, vous êtes magistrate, ancienne ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et tout au long de votre carrière juridique et politique, vous avez vu l'instauration progressive d'un nouvel accompagnement des femmes dans leur santé, à mesure que se lèvent des tabous dans la société civile. Pouvez-vous nous conter cette levée de tabous? Je ne sais pas si tous les tabous sont levés. Quelques-uns. Voilà. Non, évidemment, les choses ont évolué. Moi, ça fait bien longtemps aussi que je suis magistrate. Mon expérience politique est plus brève, mais effectivement, lorsque j'étais ministre et que j'ai eu à me pencher sur la santé des femmes, enfin, j'ai souhaité me pencher sur la santé des femmes, c'est-à-dire que nous étions en train d'élaborer un plan, donc qui s'appelle Toutes et tous égaux, et je souhaitais qu'il soit autour de plusieurs thématiques. Voilà. Et bon, bien sûr qu'il y avait la lutte contre les violences, il y avait l'égalité professionnelle, il y avait ce qu'on a appelé la culture de l'égalité, donc l'aspect éducation, et je trouvais que c'était vraiment important qu'il puisse y avoir un axe santé des femmes. Mais ce n'a pas été aussi évident de faire accepter que l'axe santé des femmes soit spécifiquement dans un plan pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Bon, finalement, ça a pu se faire, mais et les parlementaires étaient très en soutien. Hein, vous souhaitiez vraiment que ce soit le cas, mais ce n'était pas forcément évident. Et ça m'a posé question, parce que je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie de visibiliser ce sujet de la santé des femmes? Parce que c'était plus simple de laisser le sujet au ministère de la Santé seul, et finalement, ça aurait été noyé dans toute la politique de santé, qu'on a dit, bah là, on fait un petit truc pour les femmes, par-ci, par-là. Et le fait de dire, je veux que ce soit vraiment un chapitre entier d'une politique publique de l'égalité femmes-hommes, ça le visibilisait. Bon. Tout cela, je pense que c'est quand même très lié à plusieurs choses. C'est-à-dire qu'au fait qu'on a du mal quand même avec la visibilisation de ce sujet, et tout simplement aussi avec le fait que nos sociétés, un peu partout dans le monde, ne sont pas forcément très à l'aise avec le corps des femmes, ce corps des femmes qui dérange, ce corps des femmes qu'il faut parfois cacher, hein, parce qu'on a quand même dans de nombreuses sociétés encore, et parfois même dans la nôtre, hein, ce sentiment, cette impression que le corps des femmes serait impur. Hein. Dans certaines sociétés, on cache encore, on demande encore aux femmes de s'isoler au moment où elles ont leurs règles. Et donc finalement, visibiliser le sujet santé des femmes, c'est aussi parler de leur corps. Et donc, je pense que nous sommes en train justement de progresser en la matière, en acceptant de parler de tous ces sujets. Et je pense que pour moi, il y a deux impératifs. C'est-à-dire, c'est qu'il faut mettre ce sujet dans l'agenda politique, donc pour que ce soit au cœur du débat public politique, et puis aussi en tant que magistrate, il faut aussi le mettre dans l'agenda législatif, c'est-à-dire que pour moi c'est un grand combat, c'est-à-dire de faire changer, évoluer la loi. Je me bats pour le changement de définition du viol, je pousse beaucoup maintenant depuis plusieurs mois sur l'inscription de la description du contrôle coercitif dans la loi pour mieux caractériser les violences. Je pense qu'on devrait aussi inscrire le terme de féminicide dans la loi. Voilà, tout cela, ça doit être nommé et bien nommé et nommé dans la loi, parce que je pense que on dit toujours que, Montesquieu disait que lorsqu'on veut changer les lois lorsqu'on veut changer les mœurs et les manières, on ne les change pas par les lois.
Alors, je ne veux pas contredire Montesquieu, qui est notre maître à penser, surtout quand on est juriste ou magistrat, avocat, bon, l'esprit des lois, tout ça. Mais quand même, je trouve qu'il y a, en matière de droits des femmes, surtout, je pense que la loi, parfois, booste un peu les mœurs. C'est-à-dire que quand ça n'avance pas, eh ben, un petit coup de loi, ça permet aussi de faire évoluer les mœurs. Voilà. Merci, peut-être pas au titre de l'esprit des lois, mais peut-être au titre des lettres persanes, sait-on jamais, hein, ça peut être possible. Alors peut-être abordons aussi le volet accompagnement. Si l'on parle des femmes, des victimes ici de soumission chimique, comment mieux les accompagner? De quoi les femmes ont-elles le plus besoin pour réaffirmer leurs droits en santé? Je me tourne vers vous, Caroline. Alors, moi, ce que j'ai pu observer, de par mon histoire personnelle et familiale, mais aussi tous les témoignages que j'ai pu recueillir durant ces 4 dernières années, c'est que déjà, au-delà même de la reconnaissance du terme de soumission chimique, c'est arriver à mieux flécher la prise en charge des victimes qui ont un doute. Et je vais mettre de côté volontairement celles qui s'ignorent. Mais il y a quand même des symptômes, et les symptômes, en fait, dans le corps médical, ils sont pas encore bien connus. D'où le vrai travail de fond et à maintenir ce sujet dans notre espace public. C'est hyper important. C'est le travail de l'association, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on a un vrai sujet on a une forme d'errance de connaissance de la part de nos professionnels de santé. Si les professionnels de santé qui sont supposés être le premier rempart en matière de prise en charge des victimes, et là je parle des médecins généralistes, des milieux hospitaliers, des gynécologues et des spécialistes, ne sont pas acculturés au sujet, ça donne qu'en fait on laisse les victimes dans un trou noir et dans l'impasse. C'est ce qui s'est produit pour ma mère pendant 10 ans, et c'est ce qui se produit encore aujourd'hui pour de nombreuses victimes. Donc j'ai envie de dire que parler des symptômes, encourager les victimes qui ont un doute à justement parler auprès de quelqu'un qu'elles connaissent. L'entourage proche est très important. Nous sommes tous les témoins de quelqu'un, j'insiste. Nous avons été, mes frères et moi, les témoins impuissants de ce qu'a traversé ma mère pendant 10 ans. Si quelqu'un avant moi avait fait le travail de poser sur la table ce sujet, ça m'aurait interpellée. J'aurais été investiguée, j'aurais emmené ma mère auprès des bons professionnels de santé. Voilà. Donc, il y a un vrai maillage à opérer aujourd'hui qui n'existe malheureusement pas assez. Il existe de façon très éparse. Par exemple, le Centre d'évaluation et d'information de pharmacovigilance de Paris fait très bien le travail, et il y en a dans toutes les régions de France. Mais ça ne suffit pas. On n'a pas de pont et de connexion entre les différents services. Entre les différents services de santé, mais même, je vais plus loin, de police-justice. Donc, pardon, mais c'est une vérité. Par exemple, dans les commissariats, ça fait quand même le pont. On n'a pas de référent. Donc, on a quand même... le bas blesse. C'est vraiment... je pense qu'il faut réfléchir à des choses de façon pluridisciplinaire pour mieux aider les victimes à se sortir du silence et de l'effroi. Donc, voilà, c'est s'adresser, parler... et le vrai travail maintenant qu'il va falloir qu'on arrive à activer et passer à la suite, c'est comment est-ce qu'on arrive à mieux flécher en France la prise en charge des victimes, que ce soit en milieu hospitalier qui a un rôle essentiel, vraiment essentiel. Ça passe notamment par les services d'urgence ou le SMUR, mais pas que. Donc moi j'attends beaucoup des services de santé. Voilà. Merci. Alors, puisque vous citez les hospitaliers, comme vous le savez, la Fédération hospitalière de France regroupe tous les hôpitaux publics, depuis les centres hospitaliers universitaires jusqu'aux centres hospitaliers de proximité, ainsi que toutes les structures médico-sociales, qu'elles soient publiques en matière de grand âge, et donc l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie. Et comme vous savez, encore les femmes vivent encore plus longtemps que les hommes, donc là aussi les femmes sont concernées, et puis ainsi que le champ du handicap. Alors oui, l'hôpital est un acteur majeur du service public, il est un service public pivot. C'est vrai qu'il se doit de jouer un rôle essentiel, nous semble-t-il, et on vous rejoint. Tête de proue pour repenser le parcours de soins et offrir un soutien global. Et pourquoi? Parce que l'hôpital, c'est 17 millions de passages aux urgences par an sur les 20 millions. C'est 1 million de professionnels de la fonction publique hospitalière.
C'est également, je viens de le dire, 1000 hôpitaux publics, 3800 structures médico-sociales publiques. Et puis, c'est vrai qu'en décembre dernier, nous nous sommes rencontrés, la FHF et votre association n'en dort pas, ce qui nous a d'ailleurs motivés à nous réunir ce soir. Ces échanges ont permis d'identifier des synergies possibles autour de la lutte contre la soumission chimique. Et alors que des pays étrangers, comme l'Espagne, ont déjà pris des mesures significatives, la France a l'opportunité de se positionner comme un leader en intégrant cette question dans ses protocoles et ses prises en charge en matière de santé publique. Alors parmi les pistes d'action concrètes que nous avons identifiées, mais il y en a probablement encore d'autres, évolution des diagnostics et protocoles, envisager d'harmoniser les pratiques dans les établissements pour garantir une réponse cohérente et efficace. Vous avez cité Paris, c'est vrai qu'on peut effectivement s'imprégner, c'est ce que font déjà les centres hospitaliers et universitaires qui travaillent beaucoup en réseau. L'orientation des victimes, vous l'avez évoqué aussi, en créant un parcours qui soit clair dès leur arrivée aux urgences pour les diriger vers les bons services, les bons interlocuteurs, tout en assurant leur protection et leur suivi. Formation des professionnels en santé, vous l'avez dit aussi, donc effectivement envisager des formations adaptées pour détecter les signes de soumission chimique et offrir une prise en charge adéquate. Et donc ça nous offre une transition toute faite pour nous orienter vers Bertrand Guidé, professeur Bertrand Guidé, et nous dire un petit peu en quoi et comment en matière de santé nous pouvons restaurer les droits et assurer l'égalité entre femmes et hommes. Oui, merci Zénab. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais illustrer le propos sur l'inéquité d'accès aux soins des femmes par rapport aux hommes en prenant l'exemple de l'infarctus du myocarde. Il y a un rapport de l'Académie de médecine qui a été voté mardi et je voudrais partager avec vous les conclusions de ce rapport. Le premier message, c'est que chez les femmes, il y a un retard à l'appel des services d'urgence et du SMUR. Et ça renvoie à une réflexion plus générale sur la perception de la douleur chez la femme par rapport à l'homme. Et probablement que les femmes, les douleurs menstruelles, les douleurs de l'accouchement, que sais-je, ont une perception de la douleur qui est différente, et quand elles ont mal dans la poitrine, elles ne pensent pas directement qu'elles sont en train de faire un infarctus du myocarde. Le deuxième élément, c'est qu'il y a un biais cognitif chez les médecins qui pensent que l'infarctus du myocarde, c'est une maladie de l'homme. Et quand on regarde le nombre d'électrocardiogrammes faits aux urgences ou le délai de réalisation de l'électrocardiogramme, il y a un retard incontestable. Quand on regarde les interventions pour réouvrir les artères du cœur qui sont bouchées, il y a un retard chez la femme par rapport à l'homme. Et quand on regarde les traitements prescrits après l'infarctus du myocarde, ce qu'on appelle la prévention secondaire, il y en a moins chez les femmes que chez les hommes. Quand on regarde la mortalité de l'infarctus du myocarde en France, mais c'est vrai aussi dans d'autres pays, la mortalité de l'infarctus du myocarde chez la femme est 2 fois supérieure à celle de la mortalité chez l'homme. Donc c'est intéressant parce que ça montre qu'on doit considérer la pathologie de l'infarctus du myocarde différemment chez la femme et chez l'homme. Les symptômes ne sont pas les mêmes, les appels à l'aide ne sont pas les mêmes, les investigations ne sont pas les mêmes, et les traitements ne sont pas les mêmes. Ça renvoie à une autre question qui est les recommandations de prise en charge qui sont fondées sur des études qui, le plus souvent, ont inclus peu de femmes. Donc c'est le problème de la représentativité des études, c'est qu'on raisonne par extrapolation sur des études qui ont inclus très peu de femmes. Et donc ça, c'est un plaidoyer pour qu'il y ait au moins autant de femmes incluses dans les essais cliniques que d'hommes. Et dites-moi, il y a quand même tout de même une avancée qui va être prochainement publiée. Est-ce que vous pouvez nous citer ce qu'a fait l'Académie de médecine et son fameux rapport ? Alors, donc, je vous ai résumé cet élément. Alors, il y a des spécificités, c'est-à-dire que les symptômes qui évoquent que l'on est en train de faire un infarctus ne sont pas les mêmes chez un homme et chez une femme. Et donc, ça induit un retard
de diagnostic, et donc une perte de chance. Et donc là encore, je trouve que ce rapport à la douleur est intéressant. Ça a été montré par exemple pour les douleurs abdominales, où effectivement une femme va consulter pour une douleur abdominale qui peut révéler une péritonite par exemple, une infection vraiment très grave du ventre, eh bien avec retard, parce qu'elle va tolérer sa douleur plus longtemps que ne pourrait le faire elle-même. Très bien, merci. Alors, on va peut-être examiner aussi l'impact du droit de la santé. Anne Bouillon, les femmes, vous en voyez tous les jours dans votre cabinet, victimes de violences qui portent atteinte à leur santé, et j'ai envie de rappeler à leur santé au sens de la définition de l'Organisation mondiale de la santé, à savoir atteinte pour qu'elles puissent pas, atteinte au complet bien-être physique, mental et social. Et qui mettent bien sûr qui les mettent en danger chaque jour. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous, le lien entre santé et droits des femmes? L'évolution, j'allais dire la révolution féministe que nous sommes en train de vivre, c'est une révolution contre les violences sexuelles et sexistes, et c'est une révolution qui achève le parcours initié par les anciennes qui sont parties à la reconquête de nos corps et à la reconquête de l'autonomie et l'affirmation de l'autonomie de nos corps. Et moi, je suis toujours surprise de voir à quel point cette idée de ce que nous sommes les seules détentrices et propriétaires de nos corps, de notre sexualité, de notre intégrité, est une idée qui ne fait pas encore florès et qui n'est pas encore totalement acceptée par tous et presque par toutes. Également. Et moi, ce que je mesure quand je reçois des femmes qui subissent des violences conjugales, sexuelles, des violences intrafamiliales, qui vivent, comme le dit la chanson des heures grises, c'est à quel point ça impacte toutes les dimensions de leur santé au sens de la définition de l'OMS, et comment est-ce que, outre des maux de ventre, des pathologies diverses, des manifestations somatiques et psychosomatiques, ça atteint leur élan vital, ça atteint l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes, ça atteint la confiance qu'elles peuvent avoir en leur capacité à être mère, femme, professionnelle, et vous pouvez décliner à l'envi toutes les sphères de leur existence qui sont impactées. Et je vois comment ces femmes sont éteintes, presque au sens propre du terme. Et je vois comment est-ce que le glissement est possible vers la mort, et ce n'est pas un effet de manche que de le dire, mais on meurt des violences, et on meurt de la peur au ventre. Moi, je rencontre des femmes qui ont peur, et ça m'était jamais arrivé, ça m'arrive rarement hors mon cabinet, de rencontrer des personnes qui vivent avec la peur au ventre H24. Et la peur, ça anéantit tout. Ça rétrécit l'espace vital. Ça fait qu'on ne vit pas, on survit. Ça fait que plus rien n'est normal, plus rien, on ne peut plus profiter de rien, qu'on est en état de stress, d'hypervigilance. C'est sidérant de voir comment est-ce que ces femmes aussi s'habituent aux violences. Et les phénomènes d'habituation qui peuvent aller jusqu'au déni, où finalement on vient contester ou ne plus réaliser ce que l'on vit, tellement on est rompu à l'exercice, tellement on subit de violences. Et il y a tout ce travail de réappropriation, non seulement de son corps, mais de sa condition de femme, qui est à faire, et c'est un processus extrêmement long. Alors, j'en termine par là, hein. Le processus judiciaire n'est pas une thérapie, la justice n'est pas un soin, mais tout de même, la reconnaissance de sa condition de victime est absolument nécessaire. Poser des mots sur ce qu'on a vécu et sur le fait qu'on n'emporte aucune part de responsabilité dans ce qu'on a vécu, il faut le dire, le redire, et particulièrement en matière de viol, il n'y a qu'un responsable du viol, c'est le violeur. Mais vous voyez, cette idée-là, elle aussi, n'est pas une idée qui est majoritairement partagée, y compris par les victimes qui développent un sentiment de culpabilité poisseux. Bref, il y a tout ce travail pour reprendre peu à peu le fil de son existence et retourner vers quelque chose qui soit de l'ordre de la guérison, si ce n'est de l'apaisement. Alors nous voyons bien qu'il y a évidemment une synergie entre les droits, entre le droit et la santé. À la fois, nous l'avons vu, pour construire des parcours de soins qui soient respectueux des droits et des femmes,
Également des parcours professionnels, et vous allez vite comprendre où je veux en venir, parce que dans le secteur de la santé, et particulièrement à l'hôpital public, nous sommes un secteur, et dans la fonction publique hospitalière, majoritairement féminin, 80% de femmes dans la fonction publique hospitalière. Nous avons contribué et nous allons continuer à le faire. Et je vois qu'il y a à la fois la médiatrice nationale et la directrice générale du Centre national de gestion qui ont beaucoup œuvré aussi en la matière à faire évoluer les mentalités en levant des tabous aussi, grâce aux alertes des professionnels de santé sur notamment le sexisme, voire même les violences sexistes. Et puis par ailleurs aussi, c'est pas souvent connu, nous l'avons porté dans le cadre des discussions sur les retraites il y a quelques années, le fait aussi que dans la fonction publique hospitalière, nous enregistrons pour la catégorie des aides-soignantes, majoritairement féminines, c'est d'ailleurs pourquoi je dis aides-soignantes, un taux de sinistralité bien supérieur au taux de sinistralité dans les bâtiments et travaux publics. C'est vous dire qu'en termes de prévention, en termes de santé et en termes de lien droit, égalité, prise en charge, alors bon, il ne vous a pas échappé dans le BTP, c'est vrai que majoritairement c'est des hommes, même si... Et puis, donc, nous avons encore du chemin à faire. Alors, tout ça pour donner la parole maintenant à Bertrand Guidé, pour évoquer avec vous à la fois quelle place pour les femmes en matière de recherche dans le domaine de la santé, puis peut-être aussi nous dire quelques mots en matière de prévention. Oui, merci Zénab. Donc, pour faire de la recherche, il faut avoir de l'argent, et pour avoir de l'argent, il faut répondre à des appels d'offres. Et moi, je pense qu'on pourrait soutenir qu'il y ait des appels d'offres ciblés sur la santé de la femme. Vous savez, il y a des projets hospitaliers, programmes hospitaliers de recherche clinique, et on pourrait dire, telle année, voilà, il y a une priorité pour des projets qui traitent de la santé de la femme. Le deuxième élément, c'est effectivement avoir des femmes chercheuses, donc qu'elles puissent contribuer au programme de recherche. Et on peut imaginer que les protocoles ne sont pas rédigés exactement de la même manière par une femme et par un homme. Et puis, je l'ai évoqué, c'est le problème de la représentativité des populations incluses dans les essais thérapeutiques, où si évidemment il y a peu de femmes, et ben, on raisonne par extrapolation et on fait probablement des erreurs. Ensuite, il y a la question de l'organisation des soins, des filières de soins qui doivent être organisées. Je vous donne un exemple. On essaie de promouvoir l'autopalpation des seins chez la femme, et donc une femme va se sentir une grosseur dans le sein, mais qu'est-ce qu'elle en fait, cette grosseur dans le sein? Et donc il faut absolument organiser, comme c'est fait dans certains établissements, diagnostic en un jour du tumeur du sein. Vous arrivez le matin, vous avez votre imagerie, vous avez votre biopsie, vous avez l'analyse extemporanée et vous avez le soir le résultat, est-ce que c'est malin, est-ce que c'est bénin. Donc je pense que c'est très important de travailler, d'optimiser des parcours de soins avec une lisibilité pour les personnes. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les campagnes qui sont tout à fait nécessaires de sensibilisation à la détection, à l'autodétection de lésions mammaires, mais ensuite, il faut effectivement pouvoir organiser des filières de prise en charge. Et dernier message, c'est qu'évidemment, si on est une femme et en plus précaire, eh bien, on cumule les difficultés et on voit que sur la prévention, si on prend l'exemple de la vaccination contre le papillomavirus, je pense que l'adolescente du 9-3, c'est un peu compliqué pour elle de pouvoir se faire vacciner et il faut donc imaginer des systèmes de aller vers pour permettre effectivement de toucher cette population. En tout cas, je note la filière spécialisée, là, c'est vraiment extraordinaire parce que toutes les femmes savent que lorsque il y a suspicion, on ne sait pas, rester dans le stress plusieurs jours, combien c'est délétère, et délétère sur le stress et délétère sur la santé. Alors, heureusement, des avancées, mais hélas, nous constatons tout de même que nous avons un contexte à la fois national et international, je crois que là-dessus, on ne fera pas forcément de jaloux, de recul sociétal. Qu'en pensez-vous, Madame la Ministre? Je ne sais pas si c'est un recul sociétal, mais ce qui est sûr, c'est que
c'est qu'on peut répéter une fois de plus que les droits ne sont jamais définitivement acquis. Et c'était d'ailleurs pour cela qu'il fallait constitutionnaliser le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Et je pense que plus que jamais, justement, il faut garantir ces droits et il faut spécialiser. Enfin, moi, j'ai porté l'idée de la spécialisation de la justice parce que si on ne spécialise pas, on survole. Et on ne fait que reproduire ad vitam aeternam les inégalités. Et donc, je trouve, ce que j'entends là ce soir du milieu hospitalier est assez nouveau. Enfin, je veux dire, c'est vrai que cette réflexion, je ne l'ai pas vraiment entendue. Enfin, je veux dire, il y a encore quelques mois, années, et je pense que c'est important que dans chaque secteur, on puisse vraiment avoir une approche très spécifique. Et je me permets d'ajouter que aussi quand même la clé, c'est la formation quand même, hein, de tous les acteurs. C'est-à-dire que quand on parle des violences, quand on parle des viols, bien sûr qu'on parle de la formation des magistrats, qu'on parle de la formation des policiers, des gendarmes, de la formation des avocats, mais je pense que c'est important aussi que tous les professionnels de santé soient formés pour repérer éventuellement la soumission chimique, mais ne serait-ce aussi que pour repérer la violence, et notamment la violence conjugale. Je sais, pour avoir, il y a déjà quelques années, j'étais encore au ministère de la Justice, travaillé avec la Haute Autorité de Santé. Je sais qu'il y avait une préconisation de la Haute Autorité de Santé qui consistait au questionnement systématique, c'est-à-dire de poser la question systématiquement sur cette existence de violence éventuelle. Je pense que ça, c'est une bonne approche, et avoir des parcours identifiés, même dans les... Alors, je sais que c'est pas parfait, mais même dans les commissariats, aujourd'hui, on essaye aussi d'identifier des parcours, justement, pour les femmes victimes de violences. Donc, voilà, je pense qu'il faut vraiment identifier, spécialiser et bien former. Pour moi, je pense que c'est vraiment les 3 mots clés. Alors, en faisant référence au recul sociétal, en tout cas, c'est pas un progrès, je me référais au rapport annuel de 2024 sur l'état des lieux du sexisme en France, du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, et qui met en lumière un certain nombre de données. Qu'il s'agisse des perceptions des inégalités et stéréotypes de genre, avec quand même des perceptions qui sont assez inquiétantes, qu'il s'agisse des écarts de perception entre les générations, et lorsque je constate que les écarts que ça se creuse, et que par exemple parmi les 25-34 ans, seuls 35% des hommes considèrent anormal qu'un homme ait un salaire supérieur à celui de sa collègue à poste égal, contre 78% des femmes du même âge, soit quand même un écart de 43 points. Quand on constate aussi qu'il y a une résistance au féminisme et aux adhésions des stéréotypes, avec une hostilité au féminisme, 37% des hommes considèrent que le féminisme menace leur place, leur rôle dans la société, et puis aussi des clichés masculinistes, hein, 29% des hommes pensent que les hommes sont plus performants dans les carrières scientifiques, et je citerai, j'en resterai là, mais je crois aussi que aux États-Unis, on a eu aussi quelques exemples assez flagrants, hein, de grands entrepreneurs, et je voudrais surtout pas leur faire de publicité aussi sur la puissance de la virilité en entreprise. Enfin, voilà pourquoi je disais qu'en tout cas, c'est pas un progrès sociétal. Non, c'est sûr, et je pense que là, on est malheureusement encore au-delà des violences, même si c'est tout le même processus. Je pense qu'en fait, c'est vraiment un sujet qui nous appartient à toutes et à tous, j'allais dire en tant que citoyens, citoyennes, que parents.
C'est-à-dire qu'il faut changer un peu les modèles aussi de représentation, hein, c'est-à-dire sortir effectivement de ces stéréotypes, j'allais dire de cette supériorité quand même, qui existe quand même si les choses évoluent, mais qui continue quand même d'exister dans notre société, cette supériorité du masculin, qui génère à la fois un terreau pour la violence, et notamment la violence conjugale, mais qui génère aussi les inégalités futures. Je vois Elisabeth Moreno qui est là, qui travaille particulièrement dans le domaine de la tech, à force de dire aux filles qu'elles ne sont pas bonnes en maths, donc là c'est vraiment le stéréotype, on a 20% de filles dans les écoles d'ingénieurs, presque pas de filles, presque pas de femmes dans le domaine de la tech. Donc en fait, je crois que c'est vraiment un aggiornamento, mais vraiment sociétal qui doit être fait. Alors c'est vrai que les vents ne sont pas forcément favorables un peu partout dans le monde. C'est pour ça que je dis, on est au-delà de la révolution féministe. Hein. Cette révolution, elle nous appartient à toutes et à tous, et j'allais dire en tant qu'adultes responsables, parce que c'est aussi quelle société on veut laisser à nos enfants. Donc je pense que là, c'est vraiment un enjeu majeur, si on ne veut pas revenir voir des gros bras, voilà, et, parce que ça peut revenir très vite, et on le sent bien actuellement. Hein. Alors justement, bien sûr que cette révolution, nous la conduisons, en tout cas nous, hommes et femmes de santé, hommes et femmes de l'hôpital public, pour la simple et bonne raison que l'hôpital c'est un peu le microcosme et le reflet de notre société, et que les hommes et les femmes qui exercent à l'hôpital public voient cela, et que derrière leur rôle aussi c'est d'être en alerte, et de faire en sorte que nous puissions continuer à progresser. Et justement, en parlant d'être vigilant et d'être en alerte, j'aimerais vous entendre, Sandrine, sur ce point, et au-delà de l'hôpital et de la santé, probablement que la femme politique que vous êtes, Madame la députée, vous pourrez nous en dire un peu plus en termes d'alerte. L'alerte, en fait, c'est vrai qu'on est tous capables d'être à l'écoute de ce qui se passe. Après, dans mon quotidien, j'écoute évidemment pour aussi mieux comprendre les sujets qui préoccupent les citoyens que je représente. Alors, parler des sujets des femmes, c'est toujours finalement tourner le bouton du volume un peu plus bas. Il y a une gêne. Il y a une gêne, elle est là. Elle est là pour plein de raisons. Hein. Il y a aussi des explications liées à notre littérature, à tout ce qu'on a aussi par l'art, par le théâtre depuis des centaines d'années. Donc il y a toute cette culture un peu du silence autour des femmes, des pathologies des femmes, de la santé des femmes, des violences. Voilà, c'est des petites réflexions comme ça. Moi, je me rappelle quand j'ai voulu porter la loi sur les fausses couches, quand je l'ai annoncée en réunion politique, et je me suis dit, oh là, un an je passe. Personne ne répondait. Et là, je me suis dit, waouh, ça va être compliqué. Limite, c'était gênant, vous voyez ? Donc j'ai bien senti ça. Après, je crois qu'il y a aussi quelque part à regarder comment on peut faire pour justement peut-être un petit peu changer les codes. Alors moi ce que j'ai fait, j'ai observé parce que je suis arrivée en politique parce que j'avais envie de m'engager, surtout pour des sujets, l'engagement par exemple pour la santé des enfants. Voilà, j'ai pas fait de carrière avant pour arriver en politique, je suis diététicienne nutritionniste. Donc, comme j'ai appris en fait dans ce monde-là, et aussi dans la vie, j'ai encore plus écouté, parce qu'avant j'écoutais dans mon cabinet, et là j'écoute les gens dans les réunions publiques, à plein d'occasions où ils peuvent me parler, et bien... je crois qu'il faut beaucoup de force, et que cette force, on peut l'avoir quand on sent qu'on est tous soudés. En fait, il faut une solidarité aussi.
pour avancer dans tous ces combats-là, pour lever parfois le voile, pour briser le silence. Donc il y a ça, et puis quelque part, faut développer des stratégies. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, comme eux, ils comprennent pas, ceux à qui j'étais en train d'exposer le fait que c'était important. Moi, j'ai pas vécu de fausse couche, mais en écoutant toutes les personnes qui l'ont vécu, des femmes, des hommes qui savaient pas comment faire pour accompagner leurs femmes, je me suis dit, mais pas possible. Il faut faire quelque chose. On peut pas laisser ces femmes souffrir, ces couples souffrir. Il faut un accompagnement, il faut une considération. Il faut qu'on se mette à poser une question à quelqu'un qui dit j'ai eu une fausse couche, plutôt que de lui faire une affirmation ou de juger cette personne. C'est comment tu vas. Je me suis dit, déjà, si on arrive à dire à une personne qui nous fait part de sa souffrance, ou nous fait part d'une épreuve, comment tu vas, c'est déjà une première chose. Donc il y a aussi tout le verbatim et puis le comportemental, le cognitif, comment avec la parole on avance aussi dans notre société, et puis voilà, puis je crois qu'il faut oser. Et donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai osé. Je me suis dit ok, il m'écoute pas là, je vais aller voir le ministre de la Santé. Et donc je suis allée voir, je lui ai dit voilà, il y a ce sujet-là, c'est important. Et j'ai réussi à le sensibiliser. Et il m'a dit, d'accord Sandrine, on y va. Mais faut y aller, faut oser. Je crois que là-dessus, c'est un mot très important, mais l'énergie de la réussite, elle est aussi dans l'action, dans le fait qu'on osera. Et voilà, osons tous, ça ira beaucoup plus vite et on sera plus fort. Je vous remercie et je prends avec grand plaisir cette dernière phrase en termes de conclusion. Il me reste à vous remercier chaleureusement, chacun et chacune, pour cette table ronde. J'espère que vous avez eu plaisir à entendre, également à voir qu'il y a l'espoir est là, et non seulement l'espoir est là, mais les actions sont là, et que pour ma part, je vous donne rendez-vous à Santexpo mai 2025, puisque nous allons consacrer un grand temps à cela, et la thématique sera oser transformer. Donc vous voyez, nous y sommes, et je suis ravie d'abord, on va vous applaudir. Infiniment, et nous sommes ravis d'accueillir Madame la Ministre, Madame Aurore Berger. Merci de nous rejoindre et de nous faire l'honneur de clore cette table ronde. Pardon, excusez-moi. Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de me retrouver parmi vous, et puis je salue évidemment deux femmes que je connais bien qui sont à ma droite, Isabelle Robe, Madame la Ministre, aujourd'hui ambassadrice, et puis évidemment Sandrine Josso, députée. Et je suis très heureuse et très honorée aussi d'être à vos côtés, chère Caroline, au regard du combat et de la dignité avec laquelle vous menez ce combat qui, je crois, nous inspire toutes et tous. J'espère en tout cas. Mesdames et messieurs, il y a 50 ans, le 17 janvier 1975, la loi Veil entrait en vigueur. Ce jour-là, je crois, la France tournait une page à la fois de honte et de silence en dépénalisant le recours à l'avortement. Quelques semaines plus tôt, vous vous souvenez de ce discours, quand, s'adressant à l'Assemblée nationale, elle s'excusait d'avoir à le faire devant une assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Les choses ont quand même un peu évolué. Mais face aux insultes et face aux attaques les plus indignes, face aux insinuations aussi les plus scandaleuses, elle a réussi à tenir et elle a changé nos vies. 50 ans plus tard, il faut qu'on se souvienne de toute cette cohorte de femmes, de toutes celles qui ont vu leur vie brisée par des grossesses non désirées, menées à terme sinon dans la contrainte, dans le silence, de ces vies aussi arrachées, dans le silence de chambres absolument sordides, des aiguilles, des seins, des fils de fer, des sondes entre les mains de personnes qui ne savaient pas faire et qui faisaient au mieux quand ils ne voulaient pas volontairement faire mal. Et c'était parfois aussi même le corps médical à l'époque, profondément divisé. C'est l'histoire qu'a vécue ma mère, qui a eu recours à l'avortement à un moment où l'avortement n'était pas encore légal, qui l'a fait comme elle pouvait, où elle pouvait, un avortement qui s'est mal passé, et qui l'a conduite à se rendre à l'hôpital, où évidemment on a compris ce qu'elle avait, et où on lui a réalisé un curetage sans anesthésie, parce qu'il fallait bien expier la faute, et parce qu'il fallait faire souffrir.
Ça, ce sont des parcours de femmes, et de femmes qui parfois même en sont mortes. Et pour celles qui ont survécu, elles ont été à jamais marquées. J'ai reçu ça en héritage, ce combat-là, et elles ont vécu pendant des années dans la honte et dans l'incapacité de dire, de parler, de témoigner, parce qu'on n'avait pas envie d'écouter la parole de ces femmes. Il y a un magnifique documentaire que peut-être certaines et certains ont vu, il suffit d'écouter les femmes, qui a été diffusé par le service public, qui est issu d'une collecte de plus de 400 témoignages par l'INA, et qui est, je crois, absolument bouleversant, et qui permet de donner la parole enfin à ces femmes, parce qu'enfin aujourd'hui, on est peut-être en capacité de tendre l'oreille et d'écouter ce qu'elles ont à dire, et d'hommes également, qui les ont aidées, qui les ont accompagnées, qui les ont soignées, de compagnons et de maris parfois qui ont vu leur femme mourir, ou qui en tout cas étaient là pour les soutenir. Alors, on espère évidemment que le temps des jugements, que le temps des peurs et des hypocrisies aussi est définitivement révolu. Et où en sommes-nous 50 ans après ? 50 ans après, une femme sur 3 en France aura recours ou a eu recours à l'avortement. Une réalité qui concerne toutes les femmes, quelles que soient les générations, quels que soient nos territoires, quelles que soient les classes sociales. Et pourtant, combien de femmes se retrouvent encore seules face à cette réalité, seules face à la honte, parce que ça reste honteux, aujourd'hui, d'avoir eu recours à l'avortement, comme s'il fallait, là encore, que la société nous dise que ça n'était pas un acte médical comme un autre. C'est un acte médical, évidemment, mais je crois qu'il faut qu'on arrive à se débarrasser de cette honte qui, à un moment de nos vies, peut nous conduire à avoir recours, tout simplement, à notre liberté de choix et à l'assumer. Et je pense à ces jeunes femmes, j'en ai encore rencontré cette semaine dans un certain nombre de nos territoires, qui ont une peur immense lorsqu'elles découvrent un test positif, qui n'osent en parler à personne, ni aux compagnons, ni à la famille, ni même à leurs meilleurs amis, et qui se sentent contraintes de choisir le silence par crainte du jugement, par crainte de la réputation, par crainte de l'exclusion. À ces femmes aussi, dont on parle un peu moins, qui sont déjà mères d'un ou de plusieurs enfants, et qui savent qu'une nouvelle grossesse, ou qui pensent en tout cas, qu'elle mettrait en péril l'équilibre précaire de leur famille, de leurs conditions, et qui doivent faire face là encore à un regard désapprobateur, parce que là, oui, elles font le choix de ne pas avoir un autre enfant. Je pense aussi à celles qui vivent dans des territoires plus isolés, dans lesquels l'accès à l'avortement reste un combat, et qui doit être absolument de manière déterminée le nôtre, parce que nous ne sommes pas aujourd'hui toutes égales face à la capacité de recours à l'avortement. Celles qui doivent parcourir des kilomètres interminables, celles qui doivent changer de département lorsqu'elles vivent dans des territoires ruraux, qui doivent attendre des jours ou des semaines avant de décrocher un rendez-vous. Et c'est cette réalité que nous devons changer. Et que nous devons changer grâce aux professionnels de santé, ces sages-femmes, infirmiers, médecins, psychologues, qui accompagnent, qui écoutent, qui rassurent et qui parfois encore se sentent et sont menacés, cyberharcelés, tout comme un certain nombre de nos associations qui, de manière récurrente, voient leur lieu être tagué et être dénoncé. Je pense donc aussi à ces femmes qui subissent cette désinformation, qui sont effrayées, manipulées et qui doivent lutter contre cette culpabilité. Il faut changer ce récit qui imposerait aux femmes d'avoir honte, comme si leur choix n'était qu'un caprice, et comme si elles devaient s'excuser d'exercer leur liberté. Nous avons donc l'immense responsabilité de rendre véritablement effectif l'accès à l'interruption volontaire de grossesse. L'an dernier, chère Sandrine, nous avons inscrit dans notre Constitution la liberté garantie pour la femme de recourir à l'avortement. Il ne s'agit pas seulement d'un acte de mémoire pour honorer les combats du passé, c'est une vraie déclaration. Celle de la France, chère Isabelle, un pays où la dignité et la liberté des femmes sont des valeurs fondamentales et des valeurs qui ne sont pas négociables. Un acte de protection pour espérer garantir aussi notre avenir dans un monde où rien n'est jamais acquis pour les femmes, nous le savons. Regardons autour de nous, regardons les forces réactionnaires qui cherchent à réaffirmer leur contrôle sur les corps et sur les esprits. Tous les mouvements illibéraux s'accompagnent de manière systématique de tentatives de répression sur les corps des femmes et de contrôle du corps des femmes. Aux États-Unis,
avec l'annulation de l'arrêt Roe versus Wade, évidemment, et dans quelques jours, avec l'intronisation de celui qui en a été de facto l'un des instigateurs, en changeant de manière patiente mais efficace les juges de la Cour suprême aux États-Unis, et où on a vu qu'une campagne électorale sur cette question-là ne suffisait pas à mobiliser, en tout cas pas une majorité. Et du jour au lendemain, aux États-Unis, ce sont des millions de femmes qui ont été privées du droit de recourir à l'avortement. Ce n'est pas un simple recul, c'est une régression historique. Et dans ces États, les femmes qui souhaitent avorter doivent désormais parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres. Ce n'est pas comme en France où on change de département. Ce sont des milliers de kilomètres qu'il faut parcourir. Je pense aux médecins qui continuent courageusement à pratiquer et qui s'exposent eux aussi à des risques pénaux, légaux et à de la prison. Et pour celles qui n'ont pas les moyens, il ne reste alors que ce que nous avions il y a 50 ans, c'est-à-dire l'angoisse, le désespoir, ou pire, le retour aux pratiques clandestines. Et malheureusement, les États-Unis ne sont pas seuls sur cette voie de la régression. En Europe, le droit à l'avortement recule aussi. Certains pays durcissent leurs lois, criminalisent, culpabilisent. Regardez l'exemple italien, où désormais on peut menacer directement des femmes qui veulent recourir à l'avortement jusque dans les cliniques. Ces réalités, elles ne sont donc pas des menaces fantasmées ou des menaces lointaines. Elles sont des menaces contemporaines dans des démocraties et sur notre propre continent. Et elles doivent évidemment constituer une alerte. Une alerte pour que nous soyons à la hauteur de l'héritage que nous portons depuis 50 ans, pour garantir les droits des femmes, parce que si nous n'avons pas de maîtrise de notre corps, si nous n'avons pas de contrôle de notre corps, alors aucun projet d'égalité ne peut évidemment aboutir. Aller plus loin aussi pour les droits, c'est évidemment la question de la santé des femmes, trop souvent ignorée, décalée, insuffisamment remboursée. Et je sais que c'est un combat que la FHF mène évidemment. Le combat aussi pour la prévention et le dépistage. Et je crois que le témoignage récent de la présidente de l'Assemblée nationale est extrêmement puissant. Le fait qu'elle ait dit qu'elle avait eu à souffrir d'un cancer et qu'elle nous ait toutes incitées à ouvrir ces fameuses enveloppes que nous recevons. Et je lui ai envoyé un message en disant, pour la première fois cette année, je vais ouvrir l'enveloppe et je vais prendre ce rendez-vous parce que c'est un enjeu majeur, évidemment, pour le dépistage, pour continuer aussi de soigner, d'accompagner les femmes qui sont victimes de toutes les formes de violence. Et dans toutes ces formes de violence, il faut toujours rappeler que cette violence, elle ne commence pas par les coups. J'entends encore trop de remarques qui me paraissent tellement infondées, mais qui malheureusement persistent comme stéréotypes. Les femmes ne sont pas stupides. Si elles subissaient un coup à la première heure du premier jour d'une relation, elles partiraient en courant. Ça ne se passe pas comme ça. C'est beaucoup plus sournois, c'est beaucoup plus insidieux. Dès la semaine prochaine, nous aurons à discuter à l'Assemblée nationale d'une loi qu'en tant que députée, j'avais portée en proposition de loi, que Sandrine a co-signée, sur le contrôle coercitif, pour montrer et démontrer, encore une fois, que les violences, ce ne sont pas que des coups, et que c'est justement parce que tout ce système se met en place qu'ensuite les coups peuvent venir, que la violence physique, que les violences psychologiques, que les violences sexuelles peuvent advenir, et que les pires des violences sont celles qui sont infligées au cœur de notre intimité. Et je pense évidemment au combat que vous menez, mesdames, chère Sandrine, chère Caroline, sur la question de la soumission chimique et de la belle mission qui t'a été à nouveau confiée. Je pense que c'est la mission parlementaire qui a été le plus confiée et reconfiée, mais ça démontre que sur certains sujets, il y a une continuité de l'action que nous devons conduire de manière impérative, parce que sur cette question de la soumission chimique, sur cette question de la détection du repérage, nous devons évidemment avancer. Je pense que ces réalités sont tellement terrifiantes que le premier des réflexes que nous avons, c'est d'espérer et d'essayer de les mettre à distance de nous. De nous dire que si ces choses terribles devaient advenir, ça ne peut pas être quelqu'un de notre entourage. Ça ne peut pas être un membre de la famille. Ça ne peut pas être un ami. Ça ne peut pas être un collègue. Ça ne peut pas être quelqu'un que nous aimons et que nous respectons. La réalité, elle est brutale et elle est assez insupportable. C'est que ces violences, notamment les violences sexuelles, elles interviennent d'abord, dans 9 cas sur 10, par quelqu'un que nous connaissons. Ça ne veut pas dire que chaque homme que nous connaissons est un bourreau potentiel. Je pense qu'il ne faut jamais tomber dans cet écueil-là parce que nous devons engager l'ensemble de la société. Mais ça veut dire qu'il va falloir que l'on change notre regard sur la question des violences et que nous arrivions de manière réelle à embarquer toute la société pour que ce ne soit pas juste des statistiques, juste des noms que nous égrénons,
mais que nous acceptions que de manière systémique, nous avons un problème dans notre pays avec une forme d'habitude à la violence, d'acceptation de cette violence, qui s'abat sur nos enfants et qui se répète ensuite et se reproduit. Parce que c'est bien ce cycle de reproduction de la violence que nous devons stopper. Alors ce soir, c'est d'abord une soirée de célébration, parce que quand nous gagnons des combats, il faut les revendiquer, il faut en être fier. Il faut être fier aussi, je crois, profondément du pays qui est le nôtre, parce que face à ce mouvement massif, européen, international, de régression des droits, nous avons affirmé l'inverse. Nous avons affirmé que nous restions un pays de progrès et de liberté, en constitutionnalisant la liberté de recourir à l'IVG. Et je crois que ça doit nous obliger, chaque jour de chaque heure, pour garantir l'effectivité des droits des femmes, et que ça doit aussi, encore une fois, être un motif d'espérance et d'espoir, parce que la politique, c'est aussi ça. C'est d'arriver à tracer des chemins, même quand c'est difficile, mais tracer des chemins d'espérance et d'espoir, et sur la conquête des droits, sur la liberté, sur l'émancipation. Je crois qu'il faut qu'on continue à avoir des combattantes et des combattants, et j'en vois beaucoup dans cette salle et autour de moi, donc je vous salue, je vous remercie, et je suis évidemment à disposition de chacune et de chacun d'entre vous pour que nous menions ces combats ensemble, mais surtout que nous puissions les remporter. Merci beaucoup.